Dans une villa enveloppée par la brume, une robe blanche flotte comme un secret jamais révélé. Sous le calme apparent, des ombres dansent, des mémoires s'effacent, et un mystère attend d'être dénoué. Laissez-vous porter par cette énigme où chaque souvenir vacille entre vérité et illusion. Avant de commencer, dis-moi en commentaire, d'où écoutes-tu cette histoire et quelle heure est-il chez toi? Prête, entrons dans l'histoire. Je me souviens encore du soupir de contentement que poussa Poirot en descendant du fiacre qui nous avait conduits depuis la gare de Clairbel jusqu'à la villa Montfleury. L'air était vif, embaumé de résine, et un calme profond baignait les alentours, comme si le temps lui-même avait décidé de s'interrompre sur les rives de ce petit lac jurassien. La villa, ancienne maison de maître reconvertie en pension de repos, s'élevait au milieu d'un jardin sauvage soigneusement entretenu. Un sentier de gravier craquait sous nos pas, tandis qu'une femme à la mise stricte, probablement la gouvernante, s'avançait pour nous saluer. Elle nous présenta d'un ton modéré les lieux et nous indiqua nos chambres à l'étage, orientées vers le lac. Poirot, en avance sur son habitude, ne fit aucune remarque ironique ni observation pointue. Il semblait apprécier la promesse de quiétude. Moi-même, je me réjouissais de cette pause bienvenue, loin des énigmes et des crimes. Mais je devrais savoir, depuis le temps, que la paix véritable fuit toujours les endroits où Hercule Poirot pose ses valises. Le lendemain matin, je me levai de bonne heure et descendis faire quelques pas autour de la propriété. Le jardin était enveloppé d'une brume pâle qui flottait au ras du sol, comme si le lac tout proche avait décidé de répandre son mystère jusqu'aux arbres. Le silence était presque surnaturel. Même les oiseaux, d'ordinaire bavards à cette heure, semblaient retenir leur souffle. Je marchais lentement, admirant cette immobilité étrange, lorsqu'un murmure lointain me parvint depuis le bâtiment principal. On aurait dit un chuchotement de la nature elle-même, un avertissement doux et inquiétant à la fois. Je ne pouvais encore deviner que cette atmosphère feutrée et trompeusement paisible serait bientôt déchirée par un cri si humain, si désespéré, qu'il allait troubler à jamais le calme de la villa Montfleury. Le cri résonna, net, aigu, comme un éclat de verre qu'on brise dans une pièce vide. Il provenait de la petite dépendance à l'orée du verger, un ancien pavillon de jardin reconverti, m'avait-on dit, en remise pour outil. Je me précipitai en direction du bâtiment, suivi de près par Poirot, alerté malgré son aversion pour toute activité brusque. Une pensionnaire, une femme maigre et nerveuse que je ne connaissais pas encore, était là, prostrée contre le chambranle de la porte entr'ouverte. Ses mains tremblaient, son visage était d'une pâleur cadavérique. À l'intérieur, pendu à une grosse poutre du plafond, se balançait lentement une silhouette féminine, suspendue par une corde nouée au cou. Ses cheveux noirs encadraient un visage inerte et ses bras pendaient, sans vie, le long de son corps vêtu de blanc. Le silence était retombé, encore plus lourd qu'auparavant. Poirot s'approcha, lentement, son regard affûté déjà en éveil. Moi, j'eus le réflexe absurde de me découvrir, comme à l'église. La victime fut vite identifiée. Il s'agissait de mademoiselle Clara Vignolles, une pensionnaire discrète et solitaire, arrivée depuis à peine quelques semaines. On disait d'elle qu'elle écrivait, ou qu'elle lisait des manuscrits, ou encore qu'elle avait fui Paris pour une convalescence nerveuse. Les versions variaient, mais toutes s'accordaient à souligner son goût du retrait. Ce qui frappa tout le monde, pourtant, ce fut sa tenue. Elle portait une robe blanche d'une coupe ancienne, un tissu fluide aux plis élégants, presque théâtraux. Une voilette en dentelle, tombée à ses pieds, ajoutait à l'étrangeté de la scène.
Plusieurs résidents murmurèrent, presque à l'unisson, jamais ils ne l'avaient vue vêtue ainsi. Même la gouvernante, une femme au souvenir acéré, jura que ce vêtement ne figurait pas dans les effets de Clara. Poirot, silencieux, observa longuement la robe, les plis du tissu, les coutures invisibles. Il ne dit rien, mais je perçus chez lui une tension subtile, comme s'il venait d'entrevoir un détail que nous ne pouvions encore saisir. Alors que les autorités locales n'étaient pas encore arrivées, Poirot obtint, grâce à une discrète entente avec la gouvernante, la possibilité d'examiner les lieux sans être dérangé. J'assistais à son inspection méticuleuse, comme toujours empreinte de cette précision presque douloureuse qui lui était propre. Il observe les traces de pas sur le sol, la poussière déplacée sur l'établi voisin, la chaise repoussée contre le mur. Rien n'échappait à son œil exercé, mais c'est lorsqu'il s'agenouilla pour examiner la corde que je compris qu'un détail le préoccupait. « Bon, Hastings, dit-il doucement, remarquez-vous cela ?» Je me penchai à mon tour. Les pieds dormés de Clara ne touchaient pas tout à fait le sol. Ils flottaient à quelques centimètres du plancher, dans une posture étrange, comme si le corps avait été suspendu sans véritable élan. Pas de renversement de chaise, pas de heurte visible. « Vous pensez que ce n'est pas un suicide ?» Il ne répondit pas immédiatement. Il se redressa, épousseta ses genoux avec soin et murmura simplement. « Il y a trop de silence dans cette scène, mon ami. » Et le silence, parfois, parle plus que les cris. Dans les heures qui suivirent, la villa sombra dans une étrange torpeur. Les pensionnaires, réunis dans le petit salon, semblaient tous figés dans une attente muette. J'entrepris, à la demande implicite de Poirot, d'échanger quelques mots avec chacun. Certains étaient réellement choqués. Du moins le semblaient-ils. Madame Loiseau, une vieille dame distinguée, parlait de Clara avec un respect mêlé de distance. Monsieur Reynaud, un écrivain au regard las, fumait cigarette sur cigarette sans rien dire. Lucille, une jeune artiste à l'air farouche, avait les yeux rougis mais demeurait murée dans un silence obstiné. Plusieurs m'assurèrent que Clara n'avait jamais parlé de ses proches ni de son passé. Personne ne savait réellement d'où elle venait, ni ce qu'elle faisait de ses journées. Mais à travers leurs réponses évasives, je sentis une gêne commune, un malaise diffus, comme si le drame n'avait pas seulement fait surgir la mort, mais aussi un souvenir qu'on aurait préféré ne pas réveiller. Et dans un coin de mon esprit, une image revenait sans cesse, la robe blanche, suspendue dans la pénombre, comme un fantôme vêtu d'oubli. Le lendemain matin, la villa tout entière semblait enveloppée d'un silence plus dense, encore que la brume du lac. Non pas le silence paisible des lieux de repos, mais un silence composé de regards fuyants, de mouvements ralentis, d'évitements soigneusement calculés. Chacun vaquait à ses occupations, avec une retenue étrange, comme si l'on craignait de troubler un équilibre devenu fragile. Poirot, fidèle à ses habitudes, avait quitté sa chambre impeccablement vêtu, les moustaches irréprochables, et s'était installé sur la terrasse pour observer les pensionnaires. Je pris place à ses côtés sans mot dire. Il ne bougeait presque pas, si ce n'est pour faire tourner lentement sa petite cuillère dans sa tasse de café. « Hastings, dit-il enfin, regardez-les bien. Ce n'est pas seulement la mort de mademoiselle Vignolles qui pèse sur leurs épaules. C'est la mémoire. Et la mémoire, mon ami, est bien plus dangereuse que le crime. » Je suivis son regard. Madame Loiseau feignait de lire un roman. Son mari promenait les mêmes pas sur le même carré d'herbe. Lucille dessinait sans inspiration. Et M. Reynaud fixait le lointain, les lèvres pincées, comme s'il mâchait un mot qu'il refusait de prononcer. Le colonel Loiseau et son épouse
formait un de ces couples d'habitués des pensions discrètes, où l'on cultive l'ombre et la bienséance comme d'autres collectionnent les timbres. Tous deux avaient ce talent particulier de ne jamais être là tout à fait, même lorsqu'ils étaient présents physiquement. Je tentais une conversation anodine avec eux en fin de matinée, profitant d'un moment où Poirot feignait de s'intéresser aux hortensias. Madame Loiseau leva à peine les yeux de son ouvrage de broderie lorsqu'il fut question de Clara. « Une jeune femme polie », dit-elle simplement, « mais tourmentée, je crois. »« Tourmentée, comment ?» hasardai-je. Elle haussa les épaules, un geste presque esthétique, avant de murmurer « Le regard, trop loin ». Et parfois, cette façon de s'arrêter en plein milieu d'une phrase, comme si elle s'était souvenue de quelque chose qu'elle aurait préféré oublier. Le colonel, quant à lui, se borna à évoquer un caractère mélancolique et ajouta d'un ton sec qu'il ne fallait pas chercher des complications, là où il y avait probablement un désespoir banal. Leur prudence m'intrigua davantage que leur réponse, comme s'ils savaient ne plus qu'ils ne voulaient mal bien l'admettre, ou que le passé les avait déjà forcés à se taire une fois de trop. Je retrouvai M. Reynaud dans la bibliothèque, affalé dans un fauteuil de cuir craquelé, une cigarette à la main, les yeux cernés, par une insomnie tenace. Il n'écrivait plus depuis longtemps, m'avait-on dit, mais il conservait l'attitude de l'écrivain désabusé, à la fois las et féroce. Mademoiselle Vignol, grommela-t-il, lorsque j'évoquais son nom. Une ombre, rien de plus. Une femme qui n'a jamais su choisir entre parler et se taire. Je m'étonnais de sa rudesse, mais il poursuivit. Elle se voulait discrète, mais il émanait d'elle une sorte d'exhibition volontaire, comme si son silence était une pause. « Vous comprenez ce que je veux dire, capitaine ?» Je ne répondis pas tout de suite. Il semblait à la fois agacé et troublé, et ce mélange me dérangeait. « Vous aviez un différend ?» demandai-je prudemment. Il écrasa sa cigarette d'un geste sec. « Indifférent ? Allons donc. » Elle lisait mes livres sans les comprendre. Elle me jugeait, je le sentais. Les jeunes femmes d'aujourd'hui aiment se prendre pour des sphinx, et parfois, elles récoltent ce qu'elles sèment. Il se leva brusquement, comme s'il regrettait ses paroles. Mais le mal était fait. Il avait parlé de récolte, et cette image n'était pas innocente. Je quittai la pièce avec une impression persistante d'avoir effleuré un secret plus ancien que ce drame. Une vieille rancune, recouverte de couches de silence mal séchées. Je retrouvai Madame Delmas sous la tonnelle, un livre à la main, mais l'esprit visiblement ailleurs. Elle portait ce jour-là un tailleur de lin clair et un parfum poudré, légèrement sucré, qui rappelait les intérieurs feutrés des maisons bourgeoises de province. « Ce genre d'événement, dit-elle doucement, brise quelque chose d'invisible dans l'air. On ne regarde plus les autres de la même manière, n'est-ce pas ?» Je hochai la tête. Son ton était affecté mais contrôlé, chaque mot comme pesé, choisi pour donner l'image de la veuve sensible mais digne. « Avez-vous bien connu mademoiselle Vignol ?» demandai-je. « Peu. Elle parlait si peu. Une ombre douce, voilà ce qu'elle était. Une femme qui cherchait à fuir quelque chose, peut-être, ou à s'effacer du regard des autres. Elle m'offrit un sourire presque triste, les paupières mi-closes. Mais en m'éloignant, je croisai le regard de Poirot, qui m'observait depuis la terrasse. Il incline très légèrement la tête, comme s'il m'indiquait de ne pas me laisser séduire par les manières. « Elle joue un rôle, » murmura-t-il plus tard. « Et tout rôle, Hastings, cache une peur ou une faute. » Lucille était installée dans l'ombre du saule, son carnet posé sur les genoux, un fusain entre les doigts. Elle avait l'air absorbée, mais je notais l'absence d'élan dans son trait, comme si l'image ne voulait pas se laisser capturer. « Vous dessinez, Clara ?» lui demandai-je en m'approchant doucement. Elle sursauta.
puis baissa les yeux. Pas vraiment. Je la redessine, de mémoire. Je m'assis près d'elle, intrigué. Le portrait esquissé montrait une silhouette élancée, de dos, les épaules légèrement voûtées. Vous la connaissiez bien? Elle hésita, puis hocha la tête. Elle ne parlait presque jamais, mais elle me regardait dessiner, et parfois, elle posait une main sur mon épaule, sans un mot. C'était sa façon à elle de dire qu'elle comprenait, je crois. Je feuilletais discrètement le carnet. Plusieurs pages montraient de la même femme, toujours en robe longue, sans visage. Une fois, j'aperçus même un dessin, presque effacé, d'un signe de papier flottant sur l'eau. « Pourquoi ce signe ?» demandai-je. Elle rougit. Elle en avait un, posé sur sa table de nuit. Je ne dis rien, mais je notais ce détail pour Poirot. Un objet aussi singulier n'était jamais anodin dans un monde bâti sur les symboles et les silences. Ce fut dans le couloir du premier étage, en revenant de ma promenade matinale, que je les entendis. Deux voix, basses, nerveuses, échappées d'un recoin entre deux portes. Je ralentis le pas sans oser m'arrêter. Je te dis qu'elle portait exactement la même robe. La même que ce soir-là. Tu délires. Il n'y avait pas de robe. On a tous fantasmé, c'est tout. Personne n'a jamais prouvé. Mais elle était là. Elle nous regardait. Et maintenant elle est morte, comme Isabelle. Un bruit de pas me força à reprendre ma marche. Quand je me retournai, les voix s'étaient tues. Je n'avais pas reconnu les interlocuteurs, mais la tonalité, haletante, presque effrayée, me poursuivit jusque dans l'escalier. Je rapportai immédiatement ces bribes à Poirot, qui se frotta les mains avec lenteur, pensif. « Voilà qui devient très intéressant, » dit-il. « Une robe qui apparaît dans deux souvenirs, séparés de 15 ans, n'est-ce pas? Et une femme morte dans les deux cas. Oui, mais ce qui m'intrigue le plus, mon cher Hastings, ce n'est pas la robe, c'est cette phrase « comme Isabelle ». Voilà un nom que personne n'avait encore osé prononcer, ici. Je compris alors que quelque chose de plus ancien, que Clara Vignol, pesait sur cette maison. Quelque chose de dissimulé, mais toujours vivant. Ce soir-là, alors que les pensionnaires se dispersaient plus tôt que d'habitude, Poirot me demanda de l'accompagner dans le petit salon. Il s'installa dans un fauteuil bas, joignit les mains et ferma les yeux quelques instants. « Hastings, il y a quelque chose de faux dans cette ville-là. Pas seulement dans ce qu'on dit, mais dans ce qu'on ne dit pas. » Je m'apprêtais à lui faire remarquer que cela était souvent le cas dans les affaires criminelles. Mais il me coupa d'un geste. « Non, ici, ce n'est pas un mensonge qui flotte dans l'air, c'est une absence, une pièce manquante dans le puzzle. Tous ces gens ont vu quelque chose. Et pourtant, chacun semble s'en défendre comme si ce souvenir pouvait les accuser eux-mêmes. Je restais silencieux. Je savais reconnaître ce ton-là. Poirot n'était plus simplement curieux, il était en chasse. « Il me faut l'histoire complète, » dit-il. « Celle de la robe, celle d'Isabelle, celle de la mémoire que chacun ici tente d'étouffer. Ce n'est qu'à ce prix, mon ami, que nous comprendrons pourquoi Clara Vignol est morte, et qui elle était vraiment. » Et sur ces mots, il se leva, raide mais déterminé, et alla polir une dernière fois ses moustaches devant le miroir du vestibule. Après nos premières investigations, Poirot s'attacha à examiner minutieusement les effets personnels de Clara. Nous déballâmes ses bagages avec soin, scrutant chaque vêtement, chaque accessoire, à la recherche de la fameuse robe blanche. Mais, à notre surprise, aucun tissu ne correspondait à celui que la victime portait au moment de sa mort. Ni dans sa valise, ni dans ses coffres, aucune trace de cette robe élégante, d'une facture ancienne, et pourtant si délicate. Poirot, d'un air pensif, passa ses doigts
sur les étoffes restées intactes, comme cherchant à réveiller un souvenir oublié. Il observe la liste des vêtements consignés à son arrivée. Aucun mot ne mentionnait la robe. Cette absence mystérieuse fit naître chez lui un doute croissant. La robe ne lui appartenait peut-être pas. Je le regardai, intrigué par ce silence soudain. Il releva alors ses yeux gris et lança, d'une voix basse et ferme: « Hastings, l'évidence même est parfois la plus difficile à voir. Cette robe est une énigme que nous devons résoudre au plus vite. » La journée suivante, nous nous rendîmes dans les commerces du village, à la recherche du moindre indice relatif à cette robe mystérieuse. Chaque lieu semblait figé dans le temps, peuplé de souvenirs anciens, mais dépourvu de tout document récent à son sujet. Chez le teinturier, j'interrogeai l'employé, une femme d'âge mûr au visage buriné, qui feuilletait distraitement un registre poussiéreux. « Avez-vous eu une robe blanche à nettoyer récemment ?» demandai-je. Elle secoua la tête. « Non, monsieur, rien de semblable ces dernières années. Les vêtements des pensionnaires passent souvent par ici, mais cette robe ne m'est pas familière. » Nous visitâmes la mercerie voisine et la blanchisserie à l'autre bout du village. Partout, même réponse négative, aucun reçu, aucun témoignage concret. Un vide administratif troublant. Poirot fronça les sourcils. « Voilà qui est tout à fait inhabituel, Hastings. Une robe aussi particulière ne saurait disparaître dans l'oubli sans raison. Cela signifie que nous avons affaire à un secret soigneusement dissimulé. » En dernier recours, nous allâmes voir Madame Girard, une vieille couturière installée depuis plus de 40 ans dans le village. Sa boutique, encombrée de bobines de fil et de tissus décolorés, semblait suspendue dans une autre époque. Nous lui montrâmes un échantillon du tissu de la robe, soigneusement prélevé par Poirot. Elle examina la pièce avec un mélange d'attention et de nostalgie, ses doigts tremblants, effleurant la fibre comme pour ranimer un souvenir lointain. « C'est un tissu rare, » dit-elle enfin, d'une voix rauque, presque incertaine. « Je l'ai utilisé, jadis, il y a bien 10 ans, pour une cliente particulière, une jeune femme qui venait souvent, une certaine Isabelle Dauchy. » Je surpris un frisson parcourir l'échine de Poirot. Madame Girard poursuivit, la voix à peine plus forte. Elle venait souvent pour retoucher cette robe. La dernière fois que je l'ai vue, elle semblait préoccupée, presque terrifiée. Puis elle a disparu, sans prévenir. Le silence qui suivit fut lourd de sous-entendus. Nous échangions un regard entendu. Cette Isabelle Dauchy avait manifestement un lien avec la robe blanche et, peut-être, avec Clara. De retour à la villa, Poirot fouilla dans les vieux registres et carnets laissés par les précédents occupants. Il tomba sur un carnet jauni, daté de plus de 15 ans, qui répertoriait les pensionnaires d'alors. Parmi les noms, un était rayé d'une manière qui trahissait une volonté délibérée d'effacement. Isabelle Dauchy. Poirot caressa doucement la page du doigt, méditatif. Un nom qu'on cherche à oublier, Hastings. Je sens que cette disparition n'a jamais été élucidée. Nous devons en savoir davantage sur elle. Les pages suivantes mentionnèrent une fête costumée tenue à la villa, où Isabelle portait une robe blanche, semblable à celle qui nous intrigue tant. Mais les notes s'arrêtaient brusquement, comme si le temps lui-même refusait de poursuivre le récit. C'est alors que, dans un coin de ma mémoire, me revint un petit article aperçu dans un journal local lors de notre arrivée. Je le relus à Poirot, qui fronça les sourcils en suivant le récit. Disparition mystérieuse d'Isabelle Dauchy, pensionnaire d'une villa près du lac de Clairbel. Aucune trace depuis la nuit de la fête costumée. L'article évoquait une enquête inaboutie, des témoins hésitants, et un secret soigneusement gardé par la communauté locale.
Cela confirme mes soupçons, murmura Poirot. Cette affaire a été mise sous le boisseau, volontairement ou non. Devant ces preuves, Poirot commença à formuler une hypothèse troublante. « Hastings, dit-il, imaginez que cette robe n'ait jamais appartenu à Clara Vignolles, mais à Isabelle Dauchy. Que Clara, en la portant, n'était pas simplement vêtue d'un tissu, mais aussi d'un passé qu'elle cherchait à dissimuler. Je l'écoutais avec attention. 2 femmes, une même robe, une même disparition mystérieuse. Et si Clara était la résurgence d'Isabelle, ou du moins sa remplaçante? Son regard se fit plus perçant. Il nous faut plonger dans ce passé oublié, mon ami. Comprendre pourquoi cette robe, comme un spectre, hante toujours cette villa. Il posa la pièce de tissu sur la table, comme pour en faire un talisman contre l'oubli. Ce jour-là, Poirot, toujours avide de détails historiques, s'intéressa au passé de la villa Montfleury. Il apprit que, bien avant d'accueillir des pensionnaires en quête de repos, la maison avait été un centre de résidence artistique renommé. Pendant plusieurs années, peintres, écrivains et musiciens venus de toute la France y avaient trouvé refuge et inspiration. Le capitaine Hastings écoutait avec intérêt, imaginant ces créateurs passionnés, leurs esprits en ébullition, à l'œuvre dans les ateliers et les salons. Poirot évoqua des noms oubliés, des événements privés qui avaient marqué l'endroit, jusqu'à la fameuse Fête blanche, célébrée chaque année, où tous les invités portèrent des tenues immaculées. Cette atmosphère de création, à la fois joyeuse et mystérieuse, contrastait fortement avec la tension présente aujourd'hui dans la villa. Mais il devint évident que ce passé flamboyant contenait des secrets, enfouis dans les plis du temps, et qui allait bientôt éclairer l'ombre qui planait sur Clara Vignolles. Un ancien jardinier, que Poirot rencontra en se promenant près du lac, se souvenait très bien de cette soirée d'il y a 15 ans. Il raconta une fête costumée, où chaque invité arborait une robe ou un costume blanc, comme une cérémonie secrète célébrant l'innocence ou le renouveau. C'était cette nuit-là, expliqua-t-il, qu'une jeune femme portant une robe blanche avait mystérieusement disparu. Les recherches avaient été vaines, et la nouvelle avait jeté un voile sombre sur les réjouissances. Son récit, précis dans les détails, mais marqué par une pointe d'inquiétude, éveilla la curiosité de Poirot. Ce jardinier, malgré son âge avancé, semblait garder intact le souvenir de l'événement, mais refusait de parler plus avant, comme si quelque chose dans cette disparition était encore trop douloureux pour être évoqué. En évoquant le nom d'Isabelle Dauchy auprès de quelques anciens employés de la villa, Poirot remarqua un changement subtil dans leurs attitudes. Certains se figèrent, d'autres baissèrent les yeux, tandis que quelques-uns feignaient de ne pas entendre. Le nom semblait agiter un souvenir trouble, un secret que tous préféraient taire. Certains murmuraient même qu'Isabelle était liée à un scandale jamais rendu public, impliquant des passions interdites et des trahisons. Poirot, avec sa patience habituelle, ne força pas les confidences. Il comprit que pour percer ce mystère, il faudrait d'abord comprendre pourquoi ce nom provoquait tant de gêne et quel poids ce passé pouvait encore exercer sur les habitants actuels. Fouillant dans les archives anciennes de la villa, Poirot constata rapidement que certains registres étaient incomplets, voire délibérément altérés. Plusieurs pages mentionnant Isabelle Dauchy avaient été arrachées, et d'autres noms liés à cette période semblaient avoir été gommés. Cette découverte renforça la sensation que la vérité avait été délibérément occultée. Pourtant, quelques documents résiduels donnaient à voir des indices fragmentaires. Correspondances cryptiques, notes de personnel
et quelques photographies jaunies. Chaque détail semblait appeler à la prudence, mais aussi à la persévérance. Poirot sut que ces fragments, une fois assemblés, pourraient y révéler un réseau de silence bien plus complexe qu'une simple disparition. Croisant les rares témoignages avec les documents récupérés, Poirot émit une théorie troublante. Clara Vignol, cette femme énigmatique et discrète, aurait vécu autrefois sous une autre identité, probablement celle d'Isabelle Dauchy. Les similitudes entre leurs descriptions, ainsi que les dates qui se recoupaient, dessinaient la possibilité qu'Isabelle, après sa disparition mystérieuse, avait pris un nouveau départ sous le nom de Clara. Cette hypothèse éclairait plusieurs zones d'ombre. Le mystère autour de la robe blanche, la peur et la réticence des pensionnaires à évoquer le passé, et même la présence d'un danger invisible qui semblait toujours planer. Poirot réfléchissait à la complexité d'un passé fuyant, où les vérités s'étaient transformées en mensonges nécessaires, où la mémoire s'était faite complice de l'oubli. En poursuivant son enquête, Poirot recueillit des indices, laissant entrevoir l'existence d'un triangle amoureux aux conséquences tragiques. Isabelle Dauchy semblait avoir entretenu une liaison secrète avec un homme marié, dont l'identité demeurait pour l'instant incertaine. Une amie silencieuse, toujours présente dans les récits, détournée des pensionnaires, paraissait aussi jouer un rôle crucial entre jalousie et loyauté contrariée. Ces relations cachées, à la fois passionnelles et destructrices, pouvaient expliquer les raisons profondes de la fuite d'Isabelle, sa disparition et peut-être par ricochet la mort de Clara. La tension entre ces protagonistes du passé ajoutait une couche de psychologie fine à l'affaire, exposant des blessures anciennes que personne ne voulait guérir. Enfin, Poirot conclut que le silence, omniprésent dans la villa, avait été un choix collectif. Chacun s'était ligué contre la vérité pour protéger des secrets gênants, pour préserver une réputation ou fuir la douleur. Ce silence, double tranchant, avait longtemps servi d'armure, mais il était devenu une prison. L'enquêteur comprit que briser ce mur de non-dit serait la clé pour libérer la vérité enfouie et mettre fin à la tragédie qui hantait la villa Montfleury. Le lendemain de nos premières découvertes, Poirot, fidèle à sa méthode, commença à interroger les pensionnaires au sujet de cette fameuse robe blanche, objet central de tant de mystères. Il s'agissait de comprendre ce que chacun retenait de la soirée d'il y a 15 ans, lors de cette fête désormais légendaire. Je suivais attentivement, notant les différences dans leurs récits. La question semblait simple, mais les réponses, elles, s'avéraient étonnamment divergentes. Certains peignaient la robe comme une étoffe légère et élégante. D'autres la voyaient plus rigide, presque solennelle. Il y avait dans leurs souvenirs comme un flou, un jeu d'ombres et de lumière qui rendait l'objet insaisissable. Poirot souriait légèrement en entendant ces variations. À ses yeux, cette confusion n'était pas un obstacle, mais une clé. Il semblait savoir que derrière ces témoignages contradictoires se cachait une vérité plus profonde, une vérité qui ne pouvait être saisie que par le jeu délicat des souvenirs humains, si fragiles et pourtant si obstinés. Madame Delmas, toujours aussi posée et d'une politesse exquise, déclara se souvenir d'une robe blanche ornée de dentelles fines, évoquant clairement les modes de la belle époque. Pour elle, cette robe respirait la délicatesse et la noblesse d'une autre époque, presque intemporelle. Elle insista sur la richesse des détails, la façon dont la dentelle s'étirait sur les manches longues et le corsage ajusté, une tenue qui, selon elle, semblait faite pour quelqu'un de très distingué.
Son regard, cependant, trahissait une émotion contenue, comme si ce vêtement incarnait davantage qu'un simple souvenir. Je ne pus m'empêcher de noter cette impression étrange. Pour Madame Delmas, la robe n'était pas seulement un vêtement, mais un symbole d'innocence et de pureté, peut-être même de regrets inavoués. Et ce lien émotionnel semblait influencer ses souvenirs, renforçant cette image élégante qui, dans l'esprit de chacun, se nourrissait de désir et d'absence. Monsieur Reynaud, l'écrivain taciturne, jura au contraire que la robe qu'il avait vue ce soir-là n'avait rien de raffiné ni d'ancien. Selon lui, elle était simple, coupée dans un satin blanc, sans manches, presque moderne, en contradiction totale avec la description de Madame Delmas. Il ajouta que cette simplicité trahissait une volonté de discrétion, voire d'effacement, un refus de se faire remarquer dans une société pleine de regards indiscrets. Ce point de vue, austère et presque cruel, tranchait avec la nostalgie délicate de la veuve. La froideur de ses mots semblait cacher une rancune, comme s'il reprochait à la disparue de jouer un rôle dans sa propre tragédie. Pourtant, il parle avec conviction, mettant en garde contre les illusions créées par la mémoire collective. Son témoignage apportait une nouvelle nuance au mystère, une couche d'ambiguïté qui rendait la vérité encore plus difficile à saisir. Madame Loiseau, quant à elle, évoqua une robe très différente, d'une pudeur presque extrême. Elle insista sur les manches longues, serrées au poignet, et sur un tissu qui, selon elle, évoquait plutôt un vêtement de deuil inversé, aussi blanc que le linceul d'une innocence disparue. Sa description suggérait une volonté de se protéger, de se dissimuler derrière cette tenue rigide, presque austère. Ce fut la première fois que je perçus chez elle une émotion palpable, comme si cette robe incarnait un poids, une histoire douloureuse qu'elle était tenue de respecter. Madame Loiseau parlait lentement, choisissant soigneusement chaque mot, comme si elle récitait un texte sacré. Cette pudeur contrastait avec la modernité rêvée par M. Reynaud et l'élégance de Madame Delmas, contribuant à faire de la robe blanche une image mouvante, soumise au regard et au désir de chacun. Enfin, Lucille, la jeune artiste, apporta une perspective encore plus déconcertante. Elle affirma ne se souvenir que d'un costume beige pâle, presque terne, porté par la femme de la fête, bien loin de la blancheur éclatante et évoquée par les autres. Son regard était franc, dépourvu de la nostalgie ou de la rancune que l'on avait perçue jusque-là. Pour elle, la robe n'était qu'un vêtement ordinaire, et non un symbole chargé de sens. Cette différence fut d'autant plus frappante qu'elle semblait parler d'une vérité simple, loin des constructions du souvenir. Pourtant, son témoignage jeta une nouvelle ombre sur l'image collective de la robe, mettant à mal l'unité de la mémoire des pensionnaires. Ce détail, apparemment anodin, devint pour Poirot une piste majeure dans le labyrinthe du passé. Face à ces témoignages discordants, Poirot prit un moment de silence, observant chacun d'entre nous avec une intensité nouvelle. Puis il formula une hypothèse aussi surprenante que déroutante. Et si, chers amis, la robe blanche n'avait jamais existé telle que vous la décrivez tous ? Demanda-t-il lentement. Le murmure qui suivit témoignait de l'incrédulité mêlée à une curiosité aiguë. La mémoire, expliqua-t-il, n'est pas un miroir fidèle, mais un prisme qui déforme la réalité. Chacun d'entre vous a vu cette robe à travers son propre prisme, nostalgie, rancune, pudeur ou innocence, ce qui crée une illusion collective. Poirot fit une pause, puis reprit avec calme. La robe était peut-être une métaphore, un écran de fumée dressé pour masquer des vérités plus complexes et douloureuses. Peut-être n'est-elle qu'un souvenir inventé,
une pièce d'un puzzle que personne n'a réellement vu, mais que tous ont cru voir. Cette théorie ébranla la confiance de plusieurs pensionnaires, tandis que d'autres semblaient soulagés de ne plus être enfermés dans une version figée d'un passé impossible. Je compris alors que notre enquête allait bien au-delà d'un simple vêtement. Il s'agissait de dénouer les fils fragiles d'une mémoire collective, tissée de peur et de silence. Ce fut Lucille qui nous mena au grenier, ce matin-là, avec un mélange d'appréhension et d'excitation dans le regard. Elle avait discrètement exploré cet endroit oublié, parmi les poutres sombres et les caisses remplies de vieux objets, et s'était trouvée face à un tableau soigneusement dissimulé derrière des rideaux usés. « Regardez, capitaine, » dit-elle en dévoilant la toile, comme si elle craignait que l'on brise un fragile enchantement. L'atmosphère était lourde de poussière et de secrets, comme si le temps lui-même hésitait à révéler ce que ce tableau portait en son sein. La peinture, malgré sa patine, conservait une puissance étrange, presque magnétique, qui nous retint longtemps silencieux. Poirot examina la scène avec une attention toute particulière, son regard brillant d'une lumière que je connaissais bien, celle de l'intuition aiguë, prête à percer les voiles de l'oubli. Le tableau représentait une femme en robe blanche, tournée de dos, avec un voile de mystère qui lui effaçait le visage. Des coups de pinceau violents, presque agressifs, avaient oblité toute tentative de reconnaître ses traits, comme si l'artiste avait voulu la rendre anonyme, effacer son identité même. Ce visage effacé semblait crier un silence, une douleur muette. L'absence du regard accentuait l'impression d'un fantôme suspendu entre vie et oubli, comme si la femme peinte était condamnée à n'exister que dans une forme dérobée. Pour nous, c'était un symbole fort, cette robe blanche, toujours, mais sans visage, et donc sans identité propre, flottant dans une brume d'incertitude. Poirot s'approcha lentement, examinant chaque détail du tableau avec la minutie qui le caractérisait. « Hastings » murmura-t-il soudain, avec cette certitude que seul lui pouvait avoir, « je reconnais là Isabelle Dauchy. C'est elle, sans aucun doute. » Je fus frappé par la force de cette affirmation. Pour Poirot, la silhouette, bien que dépourvue de visage, était aussi parlante que si elle avait pris la parole. Il ajouta que la manière dont le visage avait été effacé ne devait rien au hasard, mais traduisait plutôt une volonté consciente de nier l'existence de cette femme, de l'effacer du souvenir. Cette révélation fut pour moi un tournant. Isabelle Dauchy, disparue depuis 15 ans, revenait soudain à la vie, par l'entremise d'une œuvre énigmatique. En inspectant le cadre, Lucille fit une découverte inattendue. Une lettre soigneusement pliée avait été glissée entre la toile et le châssis, dissimulée comme un secret fragile. Elle en déplia les feuillets avec précaution, révélant un texte écrit d'une main tremblante, signé simplement Clara. Le ton de la lettre était confus, parfois décousu, mêlant souvenirs douloureux à des aveux implicites. Clara y évoquait un passé mystérieux, une peur constante et une identité qui lui échappait. La lettre semblait à la fois un cri de détresse et une confession partielle, jetant une ombre encore plus dense sur le mystère qui entourait sa mort. À la lecture de cette lettre, Poirot demeura silencieux un long moment. Le texte mêlait crainte, culpabilité et une identité flottante, presque incertaine. Clara y parlait d'un passé dont elle avait été victime, non coupable. Elle faisait allusion à une traque, à des regards pesants et à une peur sourde de voir ses secrets révélés. Il était évident que cette femme, derrière son apparente douceur, cachait une histoire complexe, faite d'ombres et de contradictions. Ce témoignage mouvant ajoutait une dimension psychologique profonde
à l'affaire. Ce n'était plus seulement un crime, mais une lutte contre une identité fragmentée, contre un passé qu'on voulait à tout prix taire. Je sentis Poirot touché par la fragilité de cette âme en fuite, même s'il restait fidèle à sa détermination de découvrir la vérité. Pour Poirot, cette lettre n'était pas simplement un aveu. C'était une clé double, révélant que Clara n'était pas punie pour un crime commis, mais traquée pour un secret qu'elle détenait. Hastings, expliqua-t-il, la peur de Clara n'était pas celle d'une sentence, c'était la peur d'être démasquée, d'être ramenée à une identité dont elle voulait se libérer. Il insista sur le fait que cette double vérité, à la fois confession et mise en garde, rendait l'affaire encore plus complexe. Le meurtre n'était pas une simple punition, mais un acte désespéré pour faire taire une ombre menaçante. Je compris que ce secret, enfermé dans cette lettre et ce tableau, deviendrait le pivot autour duquel tourneraient nos prochaines découvertes. Poirot posa délicatement la lettre sur la table, le regard intense. Il est temps, Hastings, de retourner auprès des pensionnaires. La vérité se rapproche, mais elle sera peut-être plus douloureuse encore que ce que nous imaginons. C'était une après-midi lourde, où la lumière filtrait à peine à travers les lourds rideaux de velours rouge du grand salon. Poirot, fidèle à sa manière, nous réunit tous là, sous un prétexte soigneusement choisi. Un hommage à Clara, disait-il, un moment pour que chacun puisse faire le deuil. Les pensionnaires arrivèrent à petits pas, leurs visages marqués par l'attente et une tension sourde. Madame Delmas, toujours aussi élégante, s'assit avec un sourire aussi réservé que mystérieux. Monsieur Reynaud et le couple Loiseau prirent place dans des fauteuils éloignés, tandis que Lucile se tint près de la fenêtre, silencieuse, son carnet sous le bras. Poirot, lui, s'installa dans un fauteuil, au centre, ses mains jointes, les yeux brillants d'une intensité singulière. Son regard balayait la pièce, capturant les moindres frémissements, chaque regard fuyant ou défiant. « Mes amis, commença-t-il avec douceur, je vous remercie d'être venus. Ce que nous allons évoquer aujourd'hui est plus qu'un simple hommage. C'est une quête de vérité, une lumière que nous devons jeter sur l'ombre qui plane sur cette maison. » Son ton, calme et ferme, imposait un silence respectueux, prélude à la révélation qui allait suivre. Poirot débuta alors un récit méthodique, déroulant les fils de l'enquête avec une précision implacable, comme on déroule une pelote en évitant le moindre nœud. Il évoqua d'abord la découverte du corps, la robe blanche, étrange, le mystère de sa provenance, et la scène figée dans le temps. Il parle ensuite de la lettre trouvée derrière le tableau, dont le ton tourmenté faisait écho à une peur sourde, une culpabilité flottante, qu'aucun ne pouvait ignorer. Puis vint le tableau lui-même, cette silhouette féminine au visage effacé, métaphore d'une identité niée, d'un secret impénétrable. Chaque élément s'entremêlait avec les silences pesants des pensionnaires, ces non-dits qui pesaient lourdement sur leurs épaules. Poirot souligna l'importance de ces vides, ces absences, qui parlaient bien plus fort que les mots prononcés. Au fil de son récit, l'atmosphère se fit plus dense, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle, attendant l'issue de cette confession collective. Puis vint le moment crucial. Poirot leva les yeux, croisa les regards troublés et prononça une vérité qui fit frémir la pièce entière. « Clara Vignol, dit-il lentement, n'a jamais été qui elle prétendait être. Cette femme que nous avons connue, si silencieuse, si fragile, était en réalité Isabelle Dauchy. » Un murmure parcourut l'assemblée. Madame Delmas serra les mains. Monsieur Reynaud détourna le regard, tandis que Lucile baissa les yeux, semblant vouloir disparaître. Poirot poursuivit, expliquant comment Clara, fuyant un passé toxique,
avait assumé une nouvelle identité pour échapper à ses démons. Sa disparition, 15 ans plus tôt, avait été soigneusement simulée. Le tableau, la lettre, la robe n'étaient pas de simples objets, mais les fragments d'une vie éclatée, rassemblés à la hâte. Il révéla aussi que cette vérité avait été trop lourde à porter, que la peur de la révélation l'avait conduite à une fin tragique. L'air était devenu oppressant. Tous ressentaient, en silence, le poids de cette double vie et la douleur d'un secret trop longtemps gardé. Poirot dévoila alors le cœur du drame, ce qui avait provoqué cette fuite désespérée. Isabelle Dauchy, expliqua-t-il, fuyait une liaison destructrice avec un homme marié, feu Monsieur Delmas, le mari de Madame Delmas, ici présente. Un frisson parcourut l'assistance. Madame Delmas blêmit imperceptiblement, serrant les doigts sur la coudoir du fauteuil. Poirot décrivit la complexité de cette relation. Amour interdit, passion déchaînée, et surtout, la peur de la honte. Isabelle avait tout quitté pour se protéger, assumant une identité nouvelle sous le nom de Clara. Mais cette illusion fragile ne pouvait durer. Quelqu'un l'avait reconnue et, craignant le scandale, avait décidé de faire taire la revenante par un acte implacable, reprenant l'image de la robe blanche comme un dernier message vengeur. Cette confession, articulée avec la rigueur de l'esprit et la sensibilité du cœur, mit un terme à la première partie de cette vérité longtemps cachée. Alors que le silence pesait dans le salon, Poirot aborda un sujet qui avait longtemps obscurci notre enquête, la présence troublante de M. Reynaud dans les soupçons. Avec sa voix posée et incisive, il expliqua que l'écrivain, loin d'être l'ennemi que l'on avait cru, avait en réalité tenté, maladroitement sans doute, de protéger celle que nous connaissions sous le nom de Clara. M. Reynaud, dit Poirot, cachait derrière ses propos durs une inquiétude profonde. Il était l'un des rares à percevoir la vérité sur l'identité de Clara, mais il choisit de la garder secrète, probablement pour éviter un scandale qui aurait brisé davantage de vies. Il relata certains échanges ambigus entre Reynaud et Clara, où l'on devinait une relation faite de méfiance, certes, mais aussi d'un respect tacite et d'une volonté de préserver un secret fragile. Je me rappelais les regards échangés entre eux, ces silences chargés de non-dits, et compris que l'écrivain était un personnage bien plus complexe qu'un simple rival ou un accusé. Poirot termina cette partie en soulignant que la piste de M. Reynaud était une illusion créée par nos propres préjugés et que la véritable clé se trouvait ailleurs, plus près de nous, dans un secret plus intime et plus douloureux. Poirot poursuivit, dévoilant la mécanique minutieuse qui avait conduit à la mort de Clara. « Mes amis, déclara-t-il, la scène de pendaison que nous avons découverte n'est pas le fruit du hasard ou du désespoir seul. C'est une mise en scène inspirée, délibérée, fruit d'une volonté de punition et de silence. Il rappela la fête blanche d'autrefois, où la robe avait été un symbole d'innocence et de pureté. C'est précisément cette image que le meurtrier a voulu raviver, une illusion vengeresse rappelant un passé que l'on voulait effacer. Poirot décrivit comment la corde avait été soigneusement nouée, le corps suspendu de façon à suggérer un suicide, tandis que l'absence de marques de lutte et la posture irréelle du corps trahissaient une préparation méticuleuse. La robe, ajouta-t-il, n'était pas un simple vêtement, mais une arme symbolique, un message destiné à faire taire Clara à jamais, à lui rappeler que son passé ne devait jamais revenir à la lumière. L'assistance demeura figée, la gravité de ces révélations pesant sur chacun d'entre nous. L'affaire n'était plus seulement un mystère, elle était devenue un drame d'ombres et de vengeance. Enfin, Poirot tourna son regard
vers Madame Delmas, dont l'expression, jusque-là impassible, se crispa légèrement. « C'est vous, Madame, qui avez tiré les fils de cette tragédie, » dit-il calmement, mais avec une autorité indiscutable. Il expliqua que Madame Delmas, voulant préserver l'image immaculée de son défunt mari, n'avait pu supporter le retour d'Isabelle sous l'identité de Clara. Craignant que la vérité ne ternisse l'héritage et la mémoire de son époux, elle avait orchestré ce meurtre en imitant la scène de la fête blanche, mêlant symbolisme et cruauté. Madame Delmas tenta d'articuler une défense, parlant de douleur et d'injustice, mais ses mots sonnèrent creux face à l'évidence implacable. Poirot conclut que derrière cette façade élégante se cachait une femme brisée, prête à tout pour protéger un secret douloureux. Le voile était levé, la vérité éclatante, mais le prix en était élevé, un chagrin qui ne connaîtrait jamais de répit. Nous quittâmes la ville à Montfleury avec un sentiment mêlé d'apaisement et de mélancolie. Le ciel bas et chargé semblait peser sur le domaine, comme s'il voulait retenir ses secrets encore un peu plus longtemps, en écho au mystère que nous laissions derrière nous. Les pensionnaires nous regardèrent s'éloigner, certains d'un air résigné, d'autres avec cette lueur fugace qui trahit l'espoir d'une libération à venir. Poirot marchait à mes côtés, silencieux, ses pensées aussi opaques que les nuages qui glissaient au-dessus du lac. La villa, avec ses vieux murs et ses ombres, nous avait offert bien plus qu'une enquête, une leçon sur la nature humaine, sur la mémoire et ses illusions. Ce lieu, désormais, gardait ses secrets sous clé, et il reviendrait à chacun d'en porter le poids. Alors que nous nous éloignions, le vent frisquet portait avec lui une étrange sensation d'inachèvement. Mais je savais, en regardant mon ami, que la vérité, même si elle semblait évanescente, avait bel et bien été dévoilée. Ce soir-là, alors que la nuit tombait doucement, je proposai à Poirot une promenade au bord du lac, espérant que l'air frais pourrait éclaircir les pensées qui nous assaillaient tous deux. Nous marchions lentement, le silence n'étant rompu que par le léger clapotis de l'eau contre les roseaux. Je partageais avec lui mes réflexions, troublé par la manière dont les souvenirs, ces précieuses archives de notre esprit, peuvent se révéler aussi instables, aussi changeants qu'une surface d'eau agitée. « Hastings, répondit-il, la vérité est parfois un mirage. Elle se dérobe, danse, entre nos doigts, et il n'est pas rare que nous préférions nous accrocher à une illusion confortable plutôt qu'à une réalité douloureuse. » Il évoqua alors le poids des faux souvenirs, ces constructions de l'esprit qui déforment les faits pour protéger ou blesser, pour masquer une vérité insupportable. Je pensais à Clara, à Isabelle, à cette robe blanche qui flottait encore dans ma mémoire comme un fantôme insaisissable, symbole de tout ce que nous avons cherché à comprendre, sans jamais vraiment saisir. Alors que la brume commençait à se lever, enveloppant le lac d'un voile argenté, Poirot partagea une dernière image qui, me dit-il, résumait toute notre enquête. « La robe blanche, Hastings, murmura-t-il, est comme cette brume, intangible, mystérieuse, insaisissable. Elle flotte, elle apparaît, mais jamais elle ne se révèle pleinement. Elle est le symbole d'une vérité qui reste hors de portée, non pas parce qu'elle est absente, mais parce que nous ne sommes pas prêts à la voir telle qu'elle est. » Je le regardais, fasciné par cette métaphore si simple et pourtant si profonde. Cette robe, si souvent évoquée, restait une énigme, une illusion collective qui nous avait tous guidés et égarés. Il ajouta que parfois, le passé ne revient pas sous la forme de ce qui a réellement été, mais sous celle des souvenirs que nous avons choisi de préserver, des illusions que nous préférons cultiver. Nous restâmes un moment, à contempler le lac silencieux.
enveloppé par le murmure incessant de la brume, conscient que certains mystères ne se dissipent jamais complètement, mais continuent de hanter ceux qui les ont approchés. Alors que nous marchions lentement sous le ciel plombé, la conversation s'engagea sur la nature même de la mémoire et de la vérité. Poirot, d'une voix calme mais pénétrante, m'expliqua combien le passé était un tissu fragile, tissé de souvenirs souvent déformés par le temps et par les passions. Hastings, dit-il, chacun de nous façonne ses souvenirs pour se protéger, pour se donner un sens, ou même pour masquer des blessures qu'il n'ose affronter. Le passé n'est jamais un récit figé, mais une histoire en constante réécriture. Je l'écoutais attentivement, pensant à Clara, à Isabelle, et à toutes ces femmes dont les vies s'étaient croisées dans l'ombre. Comment savoir, dès lors, ce qui appartient au réel et ce qui relève de l'illusion? Poirot poursuivit, en soulignant que parfois, nous mentons même à nous-mêmes pour survivre, pour avancer, et que ce mensonge intérieur pouvait devenir un piège aussi cruel que la vérité la plus brutale. Ce que nous avions découvert n'était pas seulement un meurtre, mais une bataille entre la mémoire et l'oubli, entre ce que l'on choisit de dire et ce que l'on s'efforce d'oublier. De retour dans le grenier, Lucille s'approcha lentement d'un vieux coffre de bois, aux ferrures rouillées, posé dans un coin reculé et oublié depuis longtemps. La robe blanche, délicatement pliée, reposait dans ses mains tremblantes. Elle baissa la tête un instant, comme pour saluer une présence invisible, puis déposa la robe dans le coffre. Le couvercle claqua doucement, emportant avec lui le poids de tant de secrets et de douleurs anciennes. « C'est ici que le passé doit rester, » murmura-t-elle à voix basse. Cette scène, simple en apparence, prit pour moi une dimension symbolique forte. Le coffre, fermé sur cette robe qui avait hanté tant de mémoires, était devenu le gardien d'un mystère, d'une douleur et d'une illusion que personne n'oserait plus réveiller. Poirot observa la scène en silence, puis déclara que parfois, préserver les illusions était une manière de se protéger des vérités trop cruelles. Je compris alors que la robe blanche, tout comme la vérité sur Clara et Isabelle, demeurerait à jamais, enfermée, à la fois présente et absente, entre le réel et le fantasme. Alors que nous redescendions du grenier, Poirot se tourna vers moi, avec un regard empreint d'une mélancolie que je ne lui avais encore jamais connue. « Hastings, dit-il, parfois ce n'est pas la vérité elle-même que nous craignons, mais qu'elle soit trop différente de ce que nous avons espéré. La mémoire est un théâtre où chacun joue sa propre pièce, souvent en déformant le scénario pour éviter la douleur. » Je méditais ces paroles, comprenant que cette enquête n'était pas seulement une chasse aux coupables, mais un voyage dans les méandres de l'âme humaine, entre peur, honte et désir de rédemption. Poirot poursuivit, affirmant que notre rôle n'était pas de juger ces illusions, mais de les comprendre, car elles font partie de ce qui nous rend humains. Nous quittâmes enfin la villa, laissant derrière nous la robe blanche, la brume, et toutes ces histoires mêlées de vérité et de mensonges. Dans le silence qui suivit, je sus que cette énigme me hanterait longtemps, comme un écho fragile de ce qui aurait pu être ou n'aurait jamais dû l'être. La mémoire est souvent un voile fragile qui cache autant qu'elle révèle, laissant derrière elle des ombres que seul le temps ose effleurer. Et vous, sauriez-vous démêler les fils ténus entre vérité et illusion avant qu'il ne soit trop tard? Si cette histoire vous a touché, likez, commentez votre pensée et partagez-la avec ceux qui aiment les mystères profonds. Que la lumière discrète de la raison éclaire toujours les recoins les plus sombres de nos souvenirs.